Bonsoir, chers collègues. Nous allons ouvrir rapidement cette session parce que nous avons tous des emplois du temps extrêmement chargés et nous devons donc finir impérativement à 18 heures. Mais je suis ravie, une fois que j'ai dit ces quelques mots de contrainte, si je puis dire, je suis ravie d'accueillir dans notre commission des affaires européennes nos deux ministres délégués, symbole fort du travail qui se fait entre la France et l'Allemagne. Donc, M. Michael Link et son alter ego, Bernard Cazeneuve. Nous avons plus souvent l'occasion d'accueillir Bernard Cazeneuve, mais nous sommes ravis de vous avoir tous les deux. Et d'autant plus ravis que nous sommes les trois commissions les plus directement concernées ensemble. Elisabeth Guégou, qui préside la commission des affaires étrangères, et Roland Ries, qui est le vice-président de la commission des affaires européennes du Sénat. Donc, sur ce retour du travail qui s'est fait la semaine dernière à Bruxelles, nous sommes ces trois commissions ensemble pour vous écouter et pour vous interroger de façon brève et efficace, bien entendu, comme nous savons toujours le faire, les uns et les autres. Alors, je vais me permettre quelques mots très courts. Je pense qu'Elisabeth et Roland ont le même exercice, de façon à passer le plus vite possible à vos informations et au débat. Je pense que ce n'est pas la peine de rappeler le symbole fort que vous représentez ensemble, rien que d'être là. Et je suis donc particulièrement heureuse que, tout compte fait, ce Conseil, dont beaucoup nous avaient dit qu'il allait servir à rien, soit plutôt avec un retour positif. Nous avions, à la Commission des affaires européennes, quelques espoirs parce que nous avions rencontré la semaine précédente à Bruxelles le président Van Rompuy qui était plutôt optimiste sur son rapport. Donc le résultat de ce qui s'est passé à Bruxelles et en particulier le fait que vous soyez penchés sur des questions fondamentales, sur l'avenir de la zone euro en particulier, est plutôt un signe positif pour tout le monde. Alors, le chantier de l'union bancaire a connu une accélération qui nous paraît décisive, une mise en place rapide de la supervision efficace, exhaustive. C'est quand même quelque chose qui montre que la demande des colégislateurs a été entendue et que l'harmonisation des régimes nationaux et la restructuration à la garantie de dépôt peuvent avancer de façon cohérente. Vous évoquerez certainement l'un et l'autre, donc, ces avancées obtenues à partir des voies qui avaient déjà été tracées. Donc, dans ce contexte, et pour qu'on passe très vite au vif du sujet, je me limiterai à quelques premières questions sur les domaines donc, que vous avez avancés. Première question, donc, le principe de contractualisation des réformes économiques soutenues financièrement par un fonds de solidarité semble désormais acté. Alors, c'est important pour nous. Une telle évolution pose toutefois toute une série de questions pratiques sur lesquelles nous serions intéressés de connaître votre position respective. En particulier, il me paraît essentiel que les politiques visées par ces contrats ne soient pas à sens unique et que les contrats récompensent aussi les efforts menés par nos pays au bénéfice de tous leurs partenaires de la zone. Donc je pense en particulier à l'excellence environnementale, à l'ambition sociale, à l'harmonisation par le haut et à l'investissement aussi à la lutte contre le dumping fiscal. Vous avez sans doute l'un et l'autre des résonances particulières à nous faire à ce sujet. En second lieu, il me semble quelque peu paradoxal que l'on puisse donner à l'Europe une place sans cesse plus décisive dans la détermination de nos politiques nationales, dans le soutien à la croissance sous toutes ses formes, tout en lui refusant les moyens qui vont avec. Et pourtant, ils sont bien modestes, ces moyens, quand on regarde le budget de l'Europe. Notre commission des affaires européennes, dans ses propositions de cadrage financier pluriannuel 2013-2020, a suivi la proposition de la Commission. Donc, nous voudrions savoir vos positions sur les négociations et sur les perspectives d'aboutissement dans ces domaines-là. Dernière question, et je passerai la parole à mes collègues, la question de l'approfondissement de la démocratie de l'Union, puisque c'est un des rapports sur lesquels nous sommes en train de travailler la Commission des affaires européennes, en particulier j'en ai la responsabilité. Il faut bien reconnaître que pour le moment, là, peu de progrès ont été accomplis. Et qu'on nous le dit toujours, ah oui, mais il y a les échéances électorales, 2014. Oui, mais des échéances électorales, il y en a toujours au niveau de l'Union européenne. Donc, il me semble que notre Assemblée, et en particulier les commissions qui sont réunies ici, sont quand même très, très attentives
à la suite qui sera donnée à ce que nous avons adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier, la résolution de Christophe Caresche, qui vise à concrétiser au plus vite la conférence budgétaire interparlementaire prévue par l'article 13 du TSCG. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que ça évolue au niveau des exécutifs européens parce que les rencontres que nous avons eues à Bruxelles montrent qu'il y a des positions encore très variées et que les parlements nationaux peuvent rassurer le Parlement européen. Encore faut-il que les exécutifs nous aident aussi à les rassurer. De manière plus générale, dans le cadre des travaux normalement que je conduis, je serai particulièrement intéressée, messieurs les ministres, par les propositions de vos pays, alors la France je connais un peu, mais de l'Allemagne, sur les premiers éléments du débat, sur l'avenir nécessaire de nos institutions et le renforcement de leurs liens avec les citoyens. Les citoyens ont perdu quand même beaucoup avec la crise de la confiance dans l'Europe qui protège. Comment leur faire retrouver cette confiance? C'est un vaste débat, nous n'allons pas le régler ni ce soir, ni même d'ici 2014, mais faire comme le petit poussé, poser les premiers cailloux, ce serait quand même fort utile. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Elisabeth Guigou. Bien, merci, Madame la Présidente, chère Danielle. Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais évidemment à mon tour remercier Bernard Cazeneuve et Michael Lynk d'avoir accepté de commenter devant nous les résultats du dernier Conseil européen qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière. Je dois dire que ce Conseil a été un très bon Conseil européen. À court terme, en tout cas, il a été à la hauteur des attentes. Il s'est d'ailleurs ouvert sur une note très positive, puisqu'il a été précédé par l'accord de l'Eurogroupe la veille sur la création d'un mécanisme unique de supervision bancaire, qui est évidemment la première étape d'un cadre intégré pour le secteur financier. Et nous savons que le Conseil européen appelle l'adoption en juin 2013 de projets d'harmonisation complémentaires à ce mécanisme de supervision qui a été agréé par le Conseil ECOFIN, enfin l'Eurogroupe. Et ces projets d'harmonisation complémentaires sont évidemment importants. Ils sont cités dans les conclusions du Conseil européen. Résolution des différends, garantie des dépôts dans les banques et mise sur pied d'un mécanisme de résolution unique des défaillances bancaires. Nous savons qu'une instance devrait être établie et sans doute d'ailleurs qu'un fonds de type assurantiel devrait être alimenté par des contributions des banques. Je veux aussi rappeler que le Conseil européen demande que le mécanisme européen de stabilité dispose d'un cadre d'intervention pour agir en recapitalisant directement les banques, ce qui, évidemment, est très nécessaire. Alors, ayant dit cela et ayant souligné la qualité de ce Conseil européen, je crois qu'il faut aussi dire que en vue du Conseil européen de juin 2013, c'est-à-dire dans 6 mois maintenant, le Conseil européen de la semaine dernière souligne qu'il attend des propositions pour améliorer la coordination des politiques économiques et renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire, car nous savons que c'est principalement là que se situent les lacunes, avec une coordination ex-ante sur la base de l'article 11 du traité budgétaire, avec des arrangements institutionnels, et je veux souligner en particulier ce point, sous la forme de contrats de compétitivité et de croissance, car les deux vont ensemble, assortis de mécanismes de solidarité. Et enfin, les conclusions mentionnent aussi la dimension sociale de l'Union économique et monétaire. Alors, messieurs les ministres, nous vous écouterons évidemment préciser ce qu'il faut attendre concrètement dans les 6 mois qui viennent de ces avancées dans les conclusions du Conseil européen. Alors, parallèlement, les réformes en cours continuent, le two-pack doit être adopté, la coordination budgétaire doit se poursuivre avec le semestre européen et la Commission européenne va faire des propositions pour améliorer le marché unique et développer son potentiel de croissance.
Donc cet ensemble montre que l'Union économique en création est vraiment sur les rails. C'est évidemment un processus qui doit être, comme on dit, inclusif, c'est-à-dire qui ne se limite pas au renforcement de l'Union économique et monétaire, même si la consolidation de l'Union économique et monétaire demeure évidemment l'impératif premier pour que l'Europe sorte définitivement de la crise. Alors, les résultats, en particulier depuis 6 mois, sont tout à fait considérables. Et je dois d'ailleurs ici souligner devant notre collègue allemand, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui, que je trouve que l'Allemagne a consenti à des compromis qui sont en effet tout à fait notables, à la fois pour alléger le fardeau des marchés, la pression des marchés sur la monnaie unique, et aussi pour alléger le fardeau des pays qui sont les plus en difficulté. Mais je veux dire aussi que dans une vision à plus long terme, les conclusions du Conseil européen me semblent quand même être restées à la moitié du chemin. Parce qu'une UEM, une Union économique et monétaire renforcée, devra à l'évidence être complétée par un fonds de stabilisation, c'est-à-dire de résistance aux chocs conjoncturels, qui inclut des mécanismes de transfert, comme ça se passe dans tous les États qui ont des formes d'intégration de type fédéral et qui développent des politiques économiques et sans doute d'ailleurs fiscales, en tout cas sans doute, j'espère, fiscales et sociales communes. Alors cette troisième phase qui figurait dans le document de la Commission européenne du 28 novembre et dans le rapport du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, je dois dire qu'elle n'est pas mentionnée dans les conclusions du Conseil européen de la semaine dernière. J'espère évidemment que cela ne signifie pas un abandon, parce qu'il apparaît évidemment souhaitable qu'une évolution de ce type, qui nécessitera des modifications du traité, au bout du compte, nous aurons des modifications du traité, puisse intervenir après qu'ait lieu un grand débat public afin que l'on ne continue pas à creuser le déficit démocratique qui devient petit à petit un gouffre à force de ne pas s'en occuper. Et ce grand débat public, il ne pourra se tenir véritablement qu'au moment des élections européennes de juin 2014, et nous espérons évidemment vivement que les partis politiques européens s'en occuperont. Pour ça que nous aurions aimé que ces perspectives, cet horizon puisse figurer dans les conclusions du Conseil européen, et nous vous serons très reconnaissants, messieurs les ministres, de faire part de vos appréciations sur la forme que pourrait prendre à l'avenir l'union économique, budgétaire et sociale que nous appelons de nos vœux, qui inévitablement resserrera notre union politique et qui devra en premier lieu essayer d'apporter des remèdes au déficit démocratique qui éloigne trop les citoyens de l'Union européenne. Voilà. Je terminerai en soulignant que le Conseil européen s'est saisi de la question, en tout cas a mentionné la question de l'avenir de la politique européenne de défense en fixant une nouvelle date butoir en décembre 2013. Les conclusions évoquent surtout la nécessité de développer, de maintenir des capacités civiles et militaires tournées vers l'avenir. Et c'est en effet en direction de 3 axes concrets que nous devons travailler. Car il ne sert à rien de se réfugier dans des incantations sans lendemain. Ce qu'il faut, c'est avancer comme nous l'avons fait dans le domaine de l'union économique et monétaire et développer par conséquent, nous semble-t-il, 3 axes de travail. D'abord, une vision commune, parce que sans vision commune, il est impossible de mener concrètement des actions sur le terrain. Ensuite, un développement des capacités militaires par le biais notamment d'une mutualisation de ces capacités. Et enfin, le partage et l'amélioration de nos coopérations industrielles. Et je dois dire que c'est même par là que nous devrions probablement commencer. Voilà. Messieurs les ministres, je souhaiterais que vous puissiez, au nom donc de la Commission des affaires étrangères européennes, que vous puissiez développer les progrès que l'on peut escompter sur ce dossier en 2013, et notamment le rôle que les formats Weimar et Weimar Plus sont appelés à jouer. Et je crois que c'est merci, Roland Ries. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, mes chers collègues,
messieurs les ministres. Excusez le président Simon Sutour qui m'a demandé de le remplacer aujourd'hui, étant en déplacement. Je voudrais à mon tour, et en quelques mots, me réjouir du format de cette réunion. Les deux commissions des affaires européennes de l'Assemblée et du Sénat et la commission des affaires étrangères réunies, c'est à la fois un beau symbole et pour les parlementaires, c'est la possibilité d'avoir en direct un dialogue avec un membre du gouvernement allemand, M. Link, sans bien sûr que cela diminue en rien l'intérêt des échanges que nous avons avec notre propre ministre qui sont permanents. Cher Bernard Cazeneuve, je veux d'ailleurs dire que ce duo maintenant devient habituel puisqu'il y a quelques jours, il était à Strasbourg et il a annoncé solennellement le maintien du consulat d'Allemagne à Strasbourg qui était à un moment donné menacé. Je voudrais mentionner une deuxième raison que j'ai de me réjouir, et on comprendra que le maire de Strasbourg évoque cette question, c'est la décision de la Cour de justice sur les sessions du Parlement européen à Strasbourg, décision qui est sans la moindre équivoque, l'Union européenne est une communauté de droit, cela a été rappelé, et la Cour de justice a dit le droit. J'espère que les controverses vont cesser, mais je n'en suis pas complètement sûr. Donc la bataille doit être menée. Il faut continuer à être vigilant sur ce point. Juste un mot sur les conclusions du Conseil européen, car nous sommes tous impatients d'entendre, messieurs les ministres. Il est clair que sur l'union bancaire, on a, je crois, cela a été dit, beaucoup avancé, en dépit des scepticismes qui se sont manifestés ici ou là. Et donc la vraie question, enfin je n'en ai qu'une en ce qui me concerne, elle s'adresse au ministre. Est-ce qu'on peut dire que l'union bancaire, telle qu'elle se dessine, nous met dorénavant à l'abri d'une crise comme celle que nous avons connue en 2008-2009 et dont nous portons encore les séquelles aujourd'hui? Je pense que les avancées sont incontestables. Est-ce que c'est une garantie totale ou partielle pour l'avenir? J'aimerais avoir votre sentiment, votre intime conviction sur cette question. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais laisser la parole au ministre. Je vous rappelle que nous devons impérativement finir à 18 heures. Donc, quand nous en serons à la partie questions, si vous pouvez faire le même exercice qu'en général font les parlementaires européens, c'est-à-dire 2 minutes maximum, ça permettra à tout le monde de parler. Merci. Monsieur le ministre. Bon. Mesdames les présidents des commissions des affaires étrangères et des affaires européennes de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de la commission des affaires européennes du Sénat, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le ministre, cher Bernard, pour moi, vraiment, véritablement, c'est un grand honneur d'être pour la première fois à l'Assemblée nationale et Sénat, parce que pour moi, en tant que ministre adjoint des Affaires européennes du gouvernement allemand, c'est véritablement l'occasion de répondre à vos questions directement. Et parce que c'est la première fois que je suis ici, peut-être permettez-moi, et parce que c'est dans le cadre de la préparation du 22 janvier à Berlin et du cinquantenaire de l'Élysée, permettez-moi de faire une division de travail avec Bernard, où nous nous sommes mis d'accord que lui va plutôt répondre d'abord à toutes les questions en connexion du Conseil européen, et moi, je vais dire quelque chose plus précis maintenant sur le contexte des relations bilatérales. Mais puis, dans la partie questions, je serai bien sûr également prêt à répondre sur d'autres questions. Mais peut-être il faut aussi aborder les questions bilatérales parce que nous sommes vraiment dans l'étape décisive de préparer tout ce qui va se passer le 22 janvier. Et le 22 janvier, ce n'est pas la sphère réservée ou le domaine réservé des gouvernements, c'est la société civile représentée par le Parlement qui doivent s'exprimer. Je pense que ça, c'est quelque chose que le public allemand, le public français attendent de nous.
de préparer, de donner du sens, du nouvel élan et aussi de nouvelles opportunités au couple franco-allemand, parce que le cinquantenaire, ça c'est une occasion unique qui ne se répétera pas. Beaucoup d'entre vous ont participé à Versailles au 40e anniversaire de l'Élysée. Donc le cinquantenaire nous donne une obligation de le faire également un succès, peut-être même plus un succès, parce que le couple franco-allemand est vraiment quelque chose qui est indispensable dans l'Europe d'aujourd'hui. Laissez-moi dire que, à mon avis, le couple franco-allemand, c'est pas de la nostalgie, c'est pas de la rhétorique, c'est une stratégie afin de trouver des réponses à l'actualité politique internationale, européenne, économique, fiscale, de tous les domaines. Mais, chers collègues, encore une fois, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que je suis aux côtés de mon collègue et ami Bernard Cazeneuve. Alors que tant de voix, en particulier dans la presse, se font entendre qui, parfois mal informés, regrettent les insuffisances du moteur franco-allemand, je tiens à réaffirmer solennellement le caractère unique de la relation qui nous lie, qui lie nos deux pays et nos deux peuples. Aujourd'hui, nous tentons modestement de donner l'exemple en vous disant, Bernard et moi, que la France et l'Allemagne ont besoin l'une de l'autre, que la tâche qui nous incombe est immense et que la responsabilité qui est la nôtre, en particulier dans le contexte européen actuel, est énorme. Ceci dit, il est essentiel qu'au sein du couple que nous formons, nous faisions preuve de respect. Un respect que nous nous devons bien, que nous nous devons bien sûr l'un à l'autre, mais que nous devons aussi à nos autres partenaires au sein de l'Union européenne. Cette notion de respect est au cœur de la relation privilégiée que nous entretenons depuis 1963 et sera au centre du cinquantenaire que nous allons célébrer à Berlin dans quelques semaines. Et j'ai écouté de la part du président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone, que beaucoup de collègues, ou presque la totalité des collègues de l'Assemblée nationale vont se déplacer à Berlin. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Les 50 ans du traité de l'Élysée sont en effet une belle réussite. La densité et l'intensité de la coopération entre la France et l'Allemagne sont uniques. L'Allemagne et la France restent le moteur de l'Union européenne, un bel exemple de réconciliation entre les peuples, deux pays qui préservent l'espace culturel européen main dans la main avec leurs partenaires européens. Dès le début, le traité de l'Élysée a été doté d'une vision européenne. 50 ans après sa signature, cette dimension européenne est plus importante que jamais. L'Union européenne continue à être le garant indispensable de la paix et de la prospérité sur notre continent. Le prix Nobel de la paix qui vient de lui être attribué en a apporté la confirmation. La France et l'Allemagne ont bien souvent tracé la voie quand il s'est agi de surmonter les divergences pour mettre un consensus à une échelle européenne. Je sais qu'elles le feront encore. L'Europe a besoin de ce compromis et de ce couple franco-allemand. L'Europe, c'est aussi notre réponse aux défis et aux chances de la mondialisation. Ce n'est qu'au sein d'une Europe unie et forte que nous pourrons participer à la gestion de la mondialisation comme nous le souhaitons. Et le monde n'attendra pas l'Europe. Aujourd'hui, force est pour nous de constater que le projet européen que nous portons se trouve confronté à plusieurs défis. La crise de l'endettement et de la compétitivité, les menaces sur notre sécurité intérieure et extérieure, puis l'émergence sur la scène mondiale de nouvelles puissances a contribué à un rééquilibrage des forces en présence. Dans le même temps, la confiance que les citoyens et les citoyennes des 22 placent dans le projet européen n'a cessé de décroître. La France et l'Allemagne assument une responsabilité commune pour permettre à l'Europe de s'imposer face à la concurrence mondiale. Ce n'est qu'au sein d'une Europe unie et capable d'agir que nous réussirons
à conserver notre modèle de société solidaire, tolérante, libérale, ouverte. Afin de surmonter la crise de l'endettement qui nous frappe actuellement, l'union monétaire doit évoluer vers une union économique et politique. Ces mesures, la France et l'Allemagne ont le devoir de les initier et elles en ont aussi, j'en suis persuadé, le courage. Afin d'être à la hauteur de notre responsabilité, notamment en ces temps difficiles, il incombe à la France et à l'Allemagne de donner le bon exemple et de permettre la convergence de vues la plus grande possible en matière politique, économique, sociétale et culturelle. Afin de venir à bout de la crise actuelle, nous devons en combattre les causes. Il faut réduire l'endettement public et, au même temps, améliorer la compétitivité et créer de la croissance. Toutes les propositions qui aboutissent à accroître la dette et ne favorisent pas la compétitivité sont, à notre avis, inutiles et parfois même contre-productives. Donc, contrairement à ce que je peux lire ci ou là dans la presse, l'Allemagne ne se trouve pas encore en pleine campagne électorale. Et indépendamment des résultats du scrutin au mois de septembre 2013, les grandes lignes pour augmenter la compétitivité et pour surmonter la crise ne changeront guère ou presque pas. Et je vous assure que le gouvernement de Mme Merkel, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, restera très actif jusqu'à la fin du mandat qui lui a été confié en 2009 pour 4 ans. Dans ce contexte, je voudrais insister sur l'idée qu'il n'y a, à mes yeux, pas de modèle unique, mais bien plutôt des objectifs communs. Pour atteindre ces objectifs, nous, Allemands, devons aussi regarder ce qui se fait ailleurs, en particulier chez nos partenaires. Ainsi, je conçois parfaitement que l'Allemagne puisse davantage s'inspirer des réussites françaises. Par exemple, prenons deux chiffres, et je parle beaucoup au-delà de la crise actuelle. Prenons 2 chiffres, 1,39 et 2,01. Le premier est l'indice synthétique de fécondité en Allemagne en 2010. Le deuxième, celui de la France, de la même année. Le succès de la politique démographique française, la façon avec laquelle on parvient en France, mieux qu'en Allemagne, à concilier vie familiale et vie professionnelle, voilà des réussites dont nous pourrions, nous, Allemands, nous inspirer dans un domaine vital pour l'avenir de notre peuple. Je pense également au domaine où la France peut dire avec beaucoup de fierté qu'elle a contribué à la préservation d'un espace culturel européen et à la construction d'une identité européenne. Je pense notamment aux questions de la défense, de la langue ou de la production cinématographique. Nos 2 pays sont, sur beaucoup de questions, complémentaires et non pas concurrents. Soyons fiers de nos différences, tâchons de profiter de nos points forts aux uns et aux autres, et joignons nos forces en faveur de l'Europe. C'est ensemble que nous réussirons à atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Ce que nous avons accompli au cours des dernières décennies est effectivement remarquable. L'Office franco-allemand pour la jeunesse, les projets industriels communs, la brigade franco-allemande, la chaîne de télévision culturelle Arte, le manuel d'histoire franco-allemand. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples ou, par exemple, parler des milliers de jumelages entre villes ou écoles entre l'Allemagne et la France. Par exemple, moi, personnellement, j'avais ma première expérience en France dans la ville jumelée avec ma ville natale de Heilbronn. C'était à Béziers, où j'ai passé plusieurs mois, plusieurs étés consécutifs. Pour moi, c'était une expérience pour la vie. Il faut redonner cet exemple et cette possibilité aux jeunes d'aujourd'hui. S'ajoutent aussi à cette liste impressionnante les projets très concrets qui, quotidiennement, tissent la trame de la coopération transfrontalière, mettent en contact nos 2 sociétés et contribuent à rendre tangible la coopération franco-allemande. Si nous pouvons,
chers collègues, si nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons réalisé, nous devons être conscients que l'amitié franco-allemande n'est ni une évidence, ni un acquis immuable. La génération dont fait partie les témoins de la guerre et de la tyrannie ne représente aujourd'hui qu'une minorité. Pour faire face aux tâches de l'avenir, l'amitié franco-allemande doit être constamment renouée et renforcée, notamment parmi les jeunes générations. Je crois que c'est justement l'échange entre les parlements et les membres de gouvernement de nos deux pays qui peut contribuer à une meilleure compréhension réciproque. Je me félicite donc que Bernard Cazeneuve puisse se rendre à Berlin le 16 janvier 2013 afin de participer avec moi à une session de la Commission des affaires européennes du Bundestag et comme c'est notre intention, c'est juste la première fois de le faire ensemble. Pour nous, ça devrait être, dans le couple du franco-allemand, devenir une possibilité normale, que vous avez l'occasion de me demander vos questions directement et également de Bernard dans notre commission des affaires européennes au Bundestag. Nous avons besoin de plus de communication et d'explications mutuelles. L'Europe, c'est aujourd'hui un espace commun de dialogue et de valeurs partagées. C'est pourquoi il est important que nous, Français et Allemands, que nous expliquions aux autres, à nos partenaires, le sens de notre action commune. Ils font en effet dissiper les malentendus, mettre un terme aussi à certaines fausses explanations ou approximations et réaffirmer quelques vérités. Non, le couple franco-allemand ne s'est pas banalisé. Oui, le moteur franco-allemand est un concept pertinent dans l'Europe du XXIe siècle. C'est pourquoi j'appelle à une concertation toujours plus étroite entre nos deux pays, expliquer toujours plus, se parler encore davantage, multiplier les échanges tels que celui que nous avons aujourd'hui. Et je m'excuse d'être très long maintenant, mais je pense que, ayant en vue que c'était la première fois que j'avais l'occasion, peut-être c'était important aussi de dire quelques mots de base. Nous nous connaissons bien, Bernard et moi. Nous nous parlons très souvent et nous nous voyons régulièrement. J'ai eu ainsi le plaisir de me rendre en France à 3 reprises depuis la mi-novembre. Monsieur le maire de Strasbourg, vous avez déjà mentionné une de ces occasions. Je suis donc, chers collègues, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir cette occasion de discuter avec vous. Je reste par ailleurs à votre entière disposition pour discuter aussi des autres questions bilatérales ou bien européennes dans le cours de notre discussion. Merci surtout maintenant de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Bernard Cazeneuve. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, cher Michael, Mesdames et Messieurs les députés sénateurs. Merci d'abord de l'invitation que vous nous avez adressée à Michael Link et moi, nous proposons de venir au lendemain d'un Conseil européen devant vos commissions spécialisées permanentes pour rendre compte de ce qu'est la relation franco-allemande, de ce qu'est l'agenda de nos relations bilatérales, de ce que sont aussi les sujets qui sont mis à l'ordre du jour des conseils européens et sur lesquels, souvent, l'opinion publique, la presse, nos partenaires de l'Union européenne attendent des positions franco-allemandes. Et comme nous nous sommes répartis la tâche avec Michel, je voudrais évoquer surtout les questions qui ont été posées concernant le Conseil européen qui vient d'avoir lieu, Michel ayant développé tout ce qui relève des perspectives offertes par le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Nous avons l'intention de projeter pour les 50 prochaines années une relation franco-allemande aussi forte que celle qui a vécu au cours des 50 dernières années. Pour nous, le 50e anniversaire du traité de l'Élysée n'est pas un exercice mémoriel. C'est bien entendu pour nous une manière de rendre hommage à ce qu'a été l'action du chancelier Adenauer et du général de Gaulle, de dire le courage et la vision de ces deux grands leaders européens, mais c'est aussi pour nous un exercice prospectif. Comme l'a dit
Michel, à l'instant, il s'agit de dire ce que nous allons faire ensemble demain, sur des questions sur lesquelles Michel et moi travaillons ensemble dans le cadre du secrétariat général pour la coopération franco-allemande. Qu'est-ce que nous allons faire en matière de politique industrielle? Qu'est-ce que nous allons faire en matière de politique énergétique? Qu'est-ce que nous allons faire en termes de coopération transfrontalière? Il y a là des enjeux absolument considérables qui concernent la formation professionnelle, l'emploi, la coopération universitaire. Qu'est-ce que nous allons faire de l'Office franco-allemand de la jeunesse? Comment allons-nous articuler les actions qu'il conduit déjà avec celles que peut conduire le secrétariat général franco-allemand pour la formation professionnelle qui est à Sarrebruck? Comment est-ce que nous allons, dans les années qui viennent, développer les initiatives de politique culturelle? Ce sont tous ces sujets que nous travaillons avec nos collaborateurs, avec nos administrations, pour qu'il y ait une déclaration franco-allemande très forte, qui donne une perspective, qui montre un chemin, à l'occasion de cette grande manifestation du 22 janvier à Berlin, qui sera une grande manifestation parce que les gouvernements, les chefs d'État se retrouveront dès le 21 et que nous aurons le temps de déployer les manifestations pour qu'elles témoignent du contenu fort que nous entendons donner à la relation franco-allemande pour les années qui viennent. Mais la relation franco-allemande, ce ne sont pas simplement les perspectives du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Comme les deux présidentes et le président Ries nous y invitaient, ce sont aussi les compromis qui se nouent à la faveur des conseils européens sur des sujets essentiels. Je voudrais m'attarder sur ce point, encore une fois, par souci de complémentarité avec ce que vient de dire Michel Ling, parce que lui comme moi, nous lisons la presse dans nos deux pays et la presse de l'autre pays. Et nous voyons, parce que nous sommes au cœur de cette relation et que nous en sommes des acteurs déterminés qui cherchons à construire des compromis avant les conseils européens, nous voyons le décalage qui peut exister parfois entre ce que l'on écrit de ce que sont nos relations et ce qu'elles sont effectivement. Et nous avons, Michel et moi, parce qu'il y a une relation personnelle, parce qu'il y a une relation de confiance, parce qu'il y a une relation d'amitié qui n'est rien d'autre que la relation entre nos pays depuis des années, le souci, avant les conseils, de créer les conditions des bons compromis. Alors, je voudrais répondre à toutes les questions qui ont été posées en essayant, pour chacune des questions, d'apporter un éclairage sur ce qu'est la relation franco-allemande, parce que c'est finalement cela l'intérêt, me semble-t-il, de cette séance. D'abord, sur la nature de la relation elle-même. Il m'arrive de lire et même d'entendre au sein de nos enceintes parlementaires que la relation serait moins forte qu'elle ne l'a été, sous prétexte que nous aurions pris l'habitude de nous dire les choses. Non, la relation franco-allemande n'est jamais aussi forte que lorsque nous assumons l'endroit dont nous parlons et les idées que nous avons. Les compromis sont d'autant plus forts qu'avant les compromis, les choses ont été dites clairement. Cette franchise, cette clarté, cette capacité à assumer l'endroit d'où nous parlons fait la force de la relation franco-allemande. Et ceux qui pensent que cela fait sa faiblesse se trompent lourdement. Ça fait la force de la relation franco-allemande. Et lorsque nous préparons ces réunions avec Michel, nous ne nous inquiétons pas de ne pas être d'accord au début, parce que nous savons qu'il nous faudra être d'accord à la fin. Et que nous pensons qu'il sera plus facile d'être d'accord à la fin si nous avons été francs au début. Il est vrai que si nous prenons comme parti pris de tomber d'accord dès le début en oubliant de dire à l'autre ce qu'il pense, le compromis arrivera plus vite, mais il sera plus faible. Nous avons décidé d'avoir des compromis forts et qui durent. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous parler franchement. La relation n'en est que plus forte, elle n'en est que plus solide, et elle nous a permis, en tous les cas pour les 6 mois que je viens de vivre de cette relation, d'avancer dans le sens des sujets essentiels pour l'intérêt de l'Europe. Et je vais prendre des exemples très concrets répondant en cela à toutes les questions qui ont été posées sur le Conseil européen qui vient d'avoir lieu. Nous voulons ensemble assurer le redressement de l'Europe et sortir de la crise. Il est d'usage de dire que nos partenaires allemands
pense qu'il est d'abord utile pour atteindre ce but d'avoir davantage de discipline. Et il est d'usage de dire que pour les Français, ce but sera plus facilement atteint si nous allons plus vite sur le chemin de la croissance et de la solidarité. Cette approche est trop sommaire pour être exacte, parce qu'il s'avère que tout ce que j'ai vu dans la relation avec l'Allemagne au cours des 6 derniers mois m'a montré que l'Allemagne était aussi sensible de la croissance et de la solidarité, et l'Allemagne a pu constater que la France était assez désireuse de rétablir ses comptes et sa compétitivité. C'est la raison pour laquelle les compromis ont été possibles. Et si je prends la question de la croissance, nous voulions engager à côté de la discipline la croissance. Nous avons réussi à trouver un accord au Conseil européen du mois de juin sur ce plan de 120 milliards. Nous en parlons ensemble autour de la table du Conseil Affaires Générales pour qu'il soit appliqué et mis en œuvre. Nous pensons aussi que la croissance, c'est un bon budget pour l'Union européenne. Nous n'avons pas abouti à un compromis, mais nous constatons ensemble que les choses progressent. Et contrairement à ce que j'ai pu lire, à l'occasion du Conseil européen budgétaire, la France et l'Allemagne n'ont pas agi séparément, mais ont agi en articulation l'une avec l'autre, chacun jouant son rôle pour qu'un compromis soit possible plus tard. Nous voulons ensemble de la croissance. Et nous constatons ensemble que les budgets de la rubrique 1A, qui sont les budgets de la croissance, de l'innovation et du transfert de technologie, augmentent de plus de 50%, le programme Connecting Europe de 400%. Nous constatons ensemble, parce que l'Allemagne est attachée à certains aspects de la politique de cohésion, comme nous, à certains aspects de la politique agricole commune, comme nous, qu'il faut arriver à continuer à cheminer pour faire en sorte qu'à la fin, il y ait un équilibre entre les différentes rubriques qui permettent de trouver un compromis. Et il ne faudra pas non plus faire l'impasse sur la discussion en cours sur le niveau des coupes que certains États souhaitent et que d'autres souhaitent moins. À la fin, il faudra trouver un équilibre. Cet équilibre, nous le trouverons ensemble, parce que nous avons toujours fait ainsi. Et même si aujourd'hui nous ne sommes pas nécessairement sur les mêmes positions, nos positions se rapprochent, les équilibres se trouvent, les compromis se construisent. Et puis il y a l'approfondissement du marché intérieur, où sur la plupart des questions qui ont été mises à l'ordre du jour du Conseil compétitivité ou du Conseil Affaires Générales, nous avons réussi à trouver là aussi des accords, qu'il s'agisse d'un accord sur la nécessité dans la réforme des marchés publics de prendre une position forte sur les offres anormalement basses, d'incarner par des décisions de compromis notre préoccupation du juste échange. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, sur la croissance, nous sommes tombés d'accord et c'est la raison pour laquelle nous progressons. Le deuxième sujet, c'était l'union bancaire. Que n'avons-nous entendu sur l'union bancaire? Je me souviens des débats dans l'hémicycle ou au sein de cette enceinte préalable au Conseil européen, à l'occasion desquels on nous expliquait qu'aucun accord ne serait possible entre la France et l'Allemagne, puisque nous n'étions pas d'accord sur le périmètre de la supervision bancaire. Nous avons trouvé un accord, avec une possibilité d'évocation de la situation de toutes les banques devant la Banque centrale européenne et une répartition du rôle entre le superviseur intégré européen et les banques centrales des États, pour faire en sorte que finalement les préoccupations des uns soient prises en compte par les autres et qu'à la fin nous arrivions à un accord. Donc la supervision bancaire a été actée dans ses principes, dans son calendrier. Il reste à aller plus loin à travers la mise en place de l'union bancaire dans son ensemble avec la résolution des dépôts, la garantie des dépôts, la résolution des crises bancaires. Ce sur quoi nous sommes tombés d'accord au Conseil européen, c'est le calendrier et la méthode pour aboutir. Donc sur ce sujet dont on nous disait, y compris ici, qu'il était impossible, la France et l'Allemagne ont été capables ensemble de construire des compromis en se disant les choses. Et les compromis auxquels nous aboutissons sont des compromis d'équilibre qui garantissent qu'à la fin, ce sur quoi nous devons tomber d'accord pour faire progresser l'Europe devient possible. Enfin, je voudrais dire un mot sur la solidarité, répondant en cela aux questions des deux présidentes. Est-ce que nous avons abandonné l'objectif de solidarité à l'occasion du Conseil européen? Qu'entend-on par contractualisation? Que va-t-on faire en termes de capacité budgétaire de la zone euro?
qu'en est-il de la mutualisation de la dette? Sur ces sujets, il y a des points de désaccord ou des appréciations différentes entre la France et l'Allemagne, et être devant vos commissions en ne le reconnaissant pas serait une manière de ne pas assumer devant les parlementaires que vous êtes ce qu'est la réalité. Et nous considérons que nous devons la réalité aux parlementaires face auxquels nous nous exprimons. Mais je dois noter que 3 sujets ont été actés par le Conseil européen comme 3 sujets devant être traités par Herman Van Rompuy dans le cadre de la feuille de route que nous lui avons collectivement confiée. La première question est celle du périmètre de la contractualisation. La contractualisation doit permettre d'accompagner des réformes structurelles, parce que la compétitivité doit être rétablie par des réformes structurelles, et vous constatez que nous-mêmes en France nous en mettons en œuvre. Mais nous considérons aussi que la réforme structurelle ne peut pas être le seul outil de la convergence des politiques économiques. Nous avons souhaité que ces contrats de compétitivité que la contractualisation soit la contractualisation de compétitivité et de croissance, et que par conséquent nous puissions mettre dans la contractualisation l'objectif de la croissance. Il nous faut donc maintenant continuer à discuter ensemble pour définir comment on fait converger, quelle méthode on met en œuvre, comment on rend le compromis possible. C'est le premier volet sur lequel nous avons décidé de poursuivre la réflexion entre nous et avec Herman Van Rompuy, le président du Conseil, la Commission, pour aboutir à un bon compromis. Le deuxième sujet sur lequel nous sommes tombés d'accord, c'est sur le fait que la question sociale devait être mise au cœur de nos préoccupations communes. Pendant très longtemps, dans nos parlements, certaines sensibilités, à Berlin comme à Paris, ont exprimé le souhait que la question sociale reprenne une place dans les réflexions de l'Union européenne. C'est un souhait de notre gouvernement que nous assumons. Là aussi, il a été décidé de faire en sorte que cet agenda social ait un contenu et que nous en parlions, que nous définissions quel est le contenu possible, avec le souhait constant du pragmatisme, du compromis pour aboutir. Et puis, le troisième point, c'est celui de la solidarité. Il y a plusieurs réflexions qui ont été avancées, la capacité budgétaire pour amortir, comme l'a dit Madame la Présidente Elisabeth Guigou, les chocs conjoncturels. Vous savez quelles sont nos propositions en matière de mutualisation de la dette. Nous avons considéré que sur ces sujets, le compromis n'était pas réuni encore, qu'il fallait donner un contenu à la solidarité, et que la solidarité n'est pas un sujet qui se traite, compte tenu des différentes hypothèses qu'on a sur le métier, à l'occasion d'un conseil, rapidement, alors que les débats n'ont pas abouti. Nous continuerons donc à débattre de ces questions qui sont ouvertes, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un compromis, pour aboutir. Ce qui veut dire, pour synthétiser, que sur la croissance, nous avons trouvé des accords. Sur la supervision bancaire et l'union bancaire, nous avons trouvé des accords pour la remise en ordre de la finance et par conséquent pour créer les conditions de la recapitalisation des banques. Et troisièmement, il reste sur la solidarité des débats à poursuivre pour trouver les bons compromis. Il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas, sur les questions qui restent à traiter, à trouver les équilibres que nous avons trouvés sur les questions qui l'ont déjà été. Et je conclus en vous disant que sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, nous sommes capables de nous parler franchement. Une fois que nous nous sommes parlé franchement, de définir la méthode pour aboutir au compromis, et une fois que les choses ont été clarifiées, que la méthode a été déterminée, de créer les conditions politiques du compromis entre nous. Par conséquent, ceux qui tournent en boucle en expliquant que la relation franco-allemande n'est plus ce qu'elle était, se réveilleront lorsqu'ils auront cessé de tourner, en se rendant compte qu'elle n'a cessé de progresser, de s'approfondir dans l'intérêt de l'Europe, parce que sans l'confortement et l'approfondissement de la relation franco-allemande à laquelle nous croyons viscéralement tous les deux, la résolution des problèmes de l'Europe est moins facile que lorsque la France et l'Allemagne sont capables, dans la franchise, de trouver des compromis utiles pour l'Europe, sa croissance et son redressement. Donc, comme nous sommes dans un temps très contraint, j'ai pour le moment 6 inscrits.
on va voir si on va commencer comme cela. Vous avez M. Young aussi. M. Young, voilà. Alors donc, on va commencer par Chantal Guittet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre a fini son propos en disant qu'il espérait qu'il y ait un compromis sur la solidarité. Moi, je voudrais parler de solidarité internationale. La France et l'Allemagne se sont engagées dans une coopération renforcée pour mettre en place la taxe sur les transactions financières. Je crois savoir que l'incertitude reste quant à l'affectation de cette taxe. Donc je voudrais savoir quelle est la position de l'Allemagne et si elle est d'accord pour, dans le sillon de la France, faire en sorte qu'une grande partie de ses ressources aillent vers les pays les plus démunis et qui sont dans une extrême pauvreté. Dans la même lignée, je voudrais savoir quel est votre point de vue sur le fonds d'aide au développement, puisque si le budget de l'Europe est contraint, ça risque de peser très lourd sur le budget, sur le fonds d'aide au développement, et donc ne pas aider, enfin, risque de voir l'aide aux pays très pauvres encore diminuer d'autant. Donc je vous remercie pour votre réponse. Merci. On va prendre toutes les questions, puisque donc Jean-Paul Baquier. Messieurs les ministres, il semble que le dernier sommet européen ait relancé la coopération militaire franco-allemande. Alors moi, je vais vous poser une question sur la communauté européenne de défense. Pensez-vous que l'Europe peut encore compter sur le parapluie américain, même si les conditions sont différentes de ce qu'elles étaient avant 1989? Deuxièmement, jusqu'à quelle part vous seriez capable d'augmenter votre budget en matière de défense? Et troisièmement, avoir un budget en matière de défense est une chose, utiliser son outil de défense en est une autre. Pensez-vous que vous pourriez l'utiliser dans des conditions normales dans le cadre d'une coopération européenne de défense? Merci. Seba Dagoma. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, tout à l'heure j'interrogeais la ministre du Commerce extérieur au sujet de la nécessaire, de mon point de vue, introduction en fait, de réciprocité dans les relations commerciales. Je lui rappelais les chiffres. Nos marchés publics sont ouverts à 85%, 32% pour les États-Unis, 28% pour le Japon. Les émergents n'ouvrent pas leur marché public. Et lorsqu'elle a répondu, elle a utilisé l'expression suivante qui consiste à dire qui était celle de prendre son bateau de pèlerin pour convaincre les pays de l'Union européenne. Il semblerait que votre pays, l'Allemagne, soit réservé sur la mise en place d'un instrument de réciprocité. Pouvez-vous nous expliquer les raisons, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci. Christophe Carèche. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, le Conseil européen, mais les autres conseils avant lui, ont quand même permis de faire en sorte que sur le front de la solidarité financière, de la stabilité financière, des réponses quand même assez convaincantes ont été mises en place. Que ce soit avec le MES, que ce soit avec l'accord sur la Grèce, que ce soit avec l'union bancaire, on voit bien que dans ce domaine, les choses ont beaucoup progressé et positivement progressé. Et il est clair que la relation franco-allemande a été sur ce plan-là décisive. Alors, ce qui est vrai, et d'ailleurs on le voit aussi avec les marchés qui manifestement tirent les leçons aussi de ces progrès. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que tout cela reste fragile, et à mon avis reste fragile parce que la question de la croissance pour 2013 en particulier, 2013-2014, est posée. Et donc c'est vraiment, à mon avis, l'enjeu essentiel, parce que tout ce qui a été construit peut être remis en cause par le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de croissance en Europe dans les mois qui viennent. Alors on voit bien, et le ministre l'a dit à l'instant, on voit bien qu'il y a sur la question de la croissance en fait deux conceptions qui, à mon avis, ne sont pas d'ailleurs antagonistes, qui sont plutôt complémentaires. L'une sur les réformes de structure et l'autre sur l'investissement, le soutien à l'investissement. Et il est clair qu'il faut, à mon avis, aboutir assez rapidement parce que les questions en matière de croissance, elles se posent dès maintenant. Donc là-dessus, est-ce que l'agenda et le compromis est possible assez rapidement? Deuxième point, la question du périmètre qui est aussi posée et qui n'est pas clairement réglée, disons-le, à mon avis, enfin d'après ce qu'on peut lire, dans le Conseil.
moi, je pense qu'il faut effectivement avancer. Et pour avancer, il faut évidemment privilégier, au moins dans un premier temps, les relations au sein de la zone euro. Est-ce que là-dessus, la France et l'Allemagne sont d'accord pour avancer dans ce cadre-là? Merci, Jacques Méhard. Merci, Madame la Présidente. Contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Elisabeth Guigou, le Conseil européen n'a pas été très bon. Il a ouvert quelques portes, mais bien évidemment, le chemin est très long. Et je voudrais parler de l'union bancaire. Monsieur le ministre Cazeneuve, vous nous avez dit la dernière fois ici qu'il y avait un accord pour que ce soit l'ensemble des banques qui soient concernées par l'union bancaire, la supervision. Ce n'est pas le cas. Il va y avoir que les 200 banques systémiques et quelques banques extérieures dès lors qu'elles auraient une aide européenne. Et ensuite, il faut regarder les problèmes de résolution. Il est illusoire de croire que nous avons aujourd'hui les moyens de créer un véritable fonds qui permette d'aider et recapitaliser les banques alors même qu'elles sont bourrées, j'allais dire jusqu'à la gueule, c'est-à-dire qu'elles portent des dettes souveraines que personne ne peut payer dans l'état actuel des choses, ni le MES. C'est illusoire de croire que c'est avec le MES qu'on va pouvoir enflouer et dire qu'on va couper le système bancaire des États, mais c'est complètement illusoire. Enfin, franchement, là, c'est une imposture non seulement intellectuelle, économique et financière. Donc, je crois qu'il y a un problème. Dernier point sur la supervision. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'aurait été l'affaire de Kerviel avec un superviseur européen? Il n'y aurait plus de Société Générale aujourd'hui. Réfléchissez à ça et vous verrez où on met les pieds. Merci. Pardon. Monsieur Young, je suis désolé, je ne connais pas votre prénom. Richard. Voilà. Bonjour. Oui. Je suis en désaccord avec ce que vient de dire Jacques Millard, ce qui n'est pas une surprise, j'imagine, n'est-ce pas? Ça l'aurait inquiété, si. Je pense qu'on a, au contraire, bien avancé dans toute la partie union bancaire. Même si on peut regretter que le délai de mise en œuvre soit renvoyé à mi-2014, mais enfin, l'accord en lui-même est bon. Et Jacques, le périmètre de supervision, à mon avis, est très, très large et très satisfaisant. Je pense par contre sur l'union économique et financière, sur les propositions, sur la feuille de route, on a quand même une petite déception. Parce que, au fond, la conclusion, c'est on renvoie à plus tard, à une date d'ailleurs qui n'est pas encore très, très précise. Et il y avait quand même sur la table toute une série de propositions dont on pensait qu'elles allaient aboutir à quelque chose de concret. Bien, j'en viens à deux questions. La première, en fait, rejoint celle de Christophe Carrèche, c'est le budget euro. On voit bien qu'il faut, il nous semble en tout cas, qu'il faut avancer dans cette voie-là. On sent des réticences assez fortes du côté de l'Allemagne, mais peut-être aussi du côté français. Et moi, je pense que c'est tout de même la meilleure façon d'avancer par rapport aux pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui, on les aime bien, mais qui sont quand même un frein à beaucoup. Quand on voit l'usine à gaz, par exemple, de l'ABE, on se dit qu'on pourrait faire autrement. Et la seconde question, c'est le contrôle démocratique, comme on dit, de tout ça. On a un système qui a été prévu dans le traité, qui permet d'associer les parlements nationaux au Parlement européen, mais pour ce qui est de l'ensemble de ces mécaniques de l'union bancaire, qu'en est-il? Comment est-ce que vous envisagez, ou quelles propositions vous pensez pouvoir faire, et nous en ferons de notre côté, pour que les parlements nationaux puissent participer au contrôle de toute cette architecture? Merci. Alors, comme il y a encore deux nouveaux inscrits, il me reste donc 3 personnes. 1 minute chacun, s'il vous plaît, parce que après, nous n'aurons pas le temps d'écouter les réponses, ce qui serait très dommage. Donc, Pierre-Yves Le Borgne, Jean-Paul Émorine et André Gattolin, très très rapidement tous les 3. Merci à eux. Merci Madame la Présidente, ce sera court. J'ai été heureux comme président du groupe d'amitié France-Allemagne d'entendre le ministre Michael Link, de même que Bernard Cazeneuve, souligner le besoin aussi de réflexion sur l'évolution de la relation entre nos deux pays dans un cadre citoyen. Et je voudrais soumettre une idée et quelques propositions.
L'idée à soumettre, c'est le nécessaire besoin de dépasser l'étape de commémoration qui a habité beaucoup nos 50 dernières années, vers la transition pour une communauté concrète de projets, notamment de projets citoyens. Les propositions, c'est d'avancer en particulier sur l'élaboration d'un droit matériel de la famille franco-allemand, prenant exemple sur le régime matrimonial franco-allemand qui vient bientôt en ratification devant l'Assemblée nationale, pour avancer sur le divorce, sur les gardes d'enfants, qui est un sujet très lourd entre nos deux pays, et sur les successions. Deuxième proposition, travailler à la formation professionnelle franco-allemande en faisant de l'OFAGE le pilote, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et en accentuant davantage l'offre de l'université franco-allemande, parce que ce que souhaitent aujourd'hui nos jeunes Français et jeunes Allemands, ce sont des débouchés sur l'accès à l'emploi. Là est probablement la volonté. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais pu être plus long, mais j'entends que ce soit un peu court. Merci beaucoup pour la brièveté. Donc, nos deux sénateurs maintenant. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vais poser deux questions très rapides. Quand on voit l'examen annuel de la croissance, il y a 5 priorités qui sont définies. Et la 5e, c'est la modernisation de l'administration publique. Ce que je voulais demander surtout au ministre allemand, quand on voit l'administration française, globalement, les représentants représentent 20% de nos actifs. Alors qu'en Allemagne, les administrations représentent 10% des actifs. Alors là, je mets en perspective les 10% de prélèvements obligatoires supplémentaires. La deuxième question sur la politique de défense, mon collègue député a déjà évoqué cette question. Comment vous voyez cette évolution? Parce que nous connaissons toutes les contraintes qu'il y a. Personnellement, j'y suis très favorable à une politique de défense européenne. Mais comment vous voyez l'évolution à travers nos industries? J'ai bien senti que dans les conclusions, il fallait faire déjà un premier inventaire, mais voir comment nous pouvons évoluer et comment vous le voyez. Merci. Donc, pour terminer, André Gattolin. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. Du coup, je vais aller assez directement au but, de manière un peu sèche, pour parler d'union politique, puisque je dirais que on invoque des visions, des regards assez contrastés. Côté français et côté allemand. Côté français, on dit construisons l'union économique, construisons l'union fiscale, budgétaire, sociale, et après on verra pour l'union politique. Côté allemand, on entend la chancelière dire on ne peut pas aller plus avant si on n'avance pas sur l'union politique. Alors, je veux bien dispenser le ministre français de nous répondre parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais demander à Monsieur Michael Link quel est ce projet d'union politique dont parle la chancelière allemande. Moi, je connais des très beaux textes. Il y a le texte de Joschka Fischer du 12 mai 2000 à Berlin, où il y avait une vraie proposition mise sur la table, qui ne me convient pas tout à fait en tant que fédéraliste. Mais voilà, quelle est cette vision de l'Europe politique que propose votre gouvernement? Merci. Merci beaucoup. Donc, Messieurs les ministres, vous avez un quart d'heure pour régler tout ça. C'est facile. Monsieur le ministre. Voilà, pour commencer. Ok, chers collègues, en tant que membre du Bundestag depuis 2005, je me sens bien chez moi parce que les débats vifs, hein, ça vraiment, ça c'est le parlementarisme. Et peut-être, si vous me permettez, peut-être je peux répondre mieux aux questions si je peux répondre en allemand, oui. Parce que ça me donne l'occasion de répondre plus vite et plus précis à vos questions. Alors, je commencerai par la question posée par les deux présidentes en ouverture de la séance. Qu'en est-il de l'article 13 du TSCG? Qu'en est-il de cet article 13 et de l'Assemblée parlementaire qui y est prévue? Eh bien, effectivement, c'est une possibilité qui existe, mais c'est au Parlement d'en décider. Ce ne sont pas les gouvernements qui peuvent prendre cette initiative. Les gouvernements peuvent accompagner, mais c'est une décision parlementaire. La question concrète suivante, sur la taxe sur les transactions financières, oui, le gouvernement fédéral y est favorable. Mon parti était opposé, je suis moi libéral du FDP, mais nous supportons ce compromis du gouvernement allemand, donc nous y sommes favorables. Mais la chancelière a dit aussi
que cette taxe sur les transactions financières ne doit pas faire partie de la politique de développement, de l'aide au développement. Ça doit d'abord alimenter les budgets nationaux pour éventuellement ensuite faire partie d'une réforme plus ciblée au sein de la zone euro. Mais au départ, ce n'est pas un budget qui irait à la politique du développement, mais ce serait une recette nationale. Et ce ne serait pas non plus une recette propre pour l'Union européenne. Alors malheureusement, je dois être très rapide, mais nous continuons à considérer que l'approche des 0,7% pour la politique d'aide au développement, c'est l'objectif, mais c'est très difficile à obtenir. Pour l'Allemagne, la qualité prime sur la quantité. Et il nous semble important d'aider efficacement. La quantité d'aide donnée, ce n'est pas forcément ce qui est déterminant, c'est la qualité de l'aide qui est essentielle. Et pour ça, il faut penser au-delà du volume. En ce qui concerne la question de l'Europe de la défense, je dirais oui. Le gouvernement allemand dit oui à l'Europe de la défense, mais aussi à l'Europe de la sécurité. Nous voulons que les points de vue français et allemands puissent se rapprocher davantage sur ce point, parce que l'Europe de la défense et de la sécurité, ça fait un tout. La possibilité de réaction militaire, elle doit exister, mais aussi la prévention civile de crise, ça c'est quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que c'est ce dont on parle quand on parle de l'approche globale en France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et peut-être que les Allemands parlent trop peu de ce qui a été fait. Il y a eu la réforme de la Bundeswehr, qui a permis de doubler, et de même plus que doubler le nombre de soldats allemands engagés à l'étranger. L'armée allemande est beaucoup plus professionnelle. On peut, à l'avenir, être présent à l'étranger avec 2 fois plus de soldats et même un peu plus. Et ça, c'est l'étape la plus importante de cette préparation à une véritable politique de sécurité et de défense commune digne de ce nom. Mais là aussi, il ne s'agit pas simplement d'augmenter les budgets, il s'agit de faire en sorte que les réformes puissent être faites au sein des systèmes. C'est le pooling and sharing, dans lequel on peut faire beaucoup plus dans le partage des compétences et des ressources, le regroupement des ressources. Sur la question de la réciprocité, effectivement, nous sommes un peu prudents là-dessus. Là, nous en parlons beaucoup avec Bernard Cazeneuve. C'est un point sur lequel nous avons des priorités un petit peu différentes. Nous entendons la réciprocité, nous comprenons ce que cela représente pour la partie française, mais nous disons dans le même temps, d'accord, parlons-en. Il ne faut pas qu'au bout du compte, ça devienne du protectionnisme ou que ça donne lieu à du protectionnisme. Il faut que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de fermer des marchés, il faut que l'on montre clairement l'ouverture, et nous croyons même qu'en particulier, par rapport au marché d'Afrique du Nord, il faut s'ouvrir davantage. Et si nous voulons avoir la possibilité d'agir et de faire des progrès dans les régions du Maroc à l'Égypte, il faut s'ouvrir à ces marchés. Pour les marchés dont vous parliez, USA, Japon, Chine, effectivement, il y a des problèmes ponctuels dont il faut parler. Mais je crois que là, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui restent difficiles et critiques dont nous parlons ensemble. Ensuite, il y a eu la remarque de M. Le Borgne, que je remercie. Ce sont précisément les points sur lesquels nous devons travailler. Ce sont des points pour certains difficiles. J'en ai évoqué quelques-uns aujourd'hui vis-à-vis de la presse, et nous travaillons à l'élaboration d'une déclaration concrète pour le 22 janvier, et nous sommes reconnaissants de toutes les impulsions positives qui pourront provenir du groupe d'amitié parlementaire France-Allemagne, parce que tout ne va pas forcément pour le mieux dans ces relations bilatérales. Il y a beaucoup de choses que l'on peut améliorer, notamment sur la question de la double fiscalité finale. Ensuite, la question des banques et de la surveillance des banques. Très rapidement, je crois que là, nous avons montré comment peut fonctionner le compromis entre la France et l'Allemagne, parce que nous avons vu qu'il y avait là 2 positions assez différentes et qu'il fallait essayer de les rapprocher si l'on voulait aboutir à un accord. Et si l'Europe n'est pas capable d'agir rapidement, elle va perdre de l'importance en Europe. Avec la surveillance bancaire, on a réussi à trouver un compromis fonctionnel qui
d'une part, facilite la création d'une union bancaire et d'une surveillance bancaire parce qu'on se concentre sur les banques systémiques, mais ça nous permet aussi de nous intéresser aux banques non systémiques pour le droit d'évocation, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez en français, et avec ce droit, la possibilité de regarder ce qui s'y passe. Donc je crois qu'on a trouvé une voie médiane qui ne centralise pas trop, mais qui permet une surveillance efficace des banques et qui ouvre la voie à partir de 2014 pour mettre en place et utiliser les instruments requis. Comment est-ce qu'on va utiliser ces instruments? Là, effectivement, c'est un point sur lequel il faut encore que nous discutions parce qu'on n'a pas tout à fait un accord complet sur ce point. Et je voudrais souligner ce qu'a dit Bernard. Nous parlons clairement de nos différences de vue. Sur la mutualisation de la dette, nous avons des différentes d'interprétation. Sur la garantie des dépôts, nous avons aussi des divergences de vue, mais nous y travaillons. Ce n'est pas catastrophique de ne pas être d'accord au départ, d'avoir des points de départ divergents. Ce qui serait terrible, c'est qu'au bout du compte, on ne soit pas d'accord après nos entretiens. Donc je crois que nous pouvons avancer les uns vers les autres et surtout nous devons nous efforcer de trouver des réponses aux questions encore en suspens sur la surveillance bancaire. J'en appelle à une solution qui aura le moins possible besoin de dépôts publics. Il faut que les banques puissent apporter en elles-mêmes les garanties pour leurs dépôts. C'est la position allemande, que les banques garantissent dans toute la mesure du possible leurs propres dépôts avec le moins possible de soutien des fonds publics. Mais attendons, les négociations se poursuivent au sein de l'Eurogroupe. Nous parviendrons également à trouver une solution commune sur le cadre financier pluriannuel. Je crois que ça devrait être possible. Il va falloir encore que les différents points de vue bougent un peu, mais je pense que nous allons y arriver. Voilà, j'espère avoir couvert l'ensemble des points. L'union politique, ah oui, l'union politique, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que nous disons que les réformes que nous faisons actuellement dans l'approfondissement de l'union monétaire doivent s'accompagner d'une réforme de la gouvernance de l'Union européenne. Un exemple. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut davantage de décisions prises à la majorité dans la plus grande diversité de domaines de l'Union européenne. Nous avons des décisions à la majorité dans le marché intérieur et pour bien des questions du marché commun. Mais je crois qu'il faut avoir le courage d'avoir des décisions majoritaires en matière de politique extérieure et en particulier, il nous faut des institutions modernes. Une commission de 28 membres à partir de l'année prochaine, ce n'est pas moderne. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, M. Westerwelle, avec ses 10 collègues, dont Laurent Fabius, a présenté un document de discussion. On n'a pas forcément été d'accord sur tout, mais on a au moins montré qu'il fallait moderniser nos institutions, que nous avions une vision de ce que pouvait être une union politique européenne. Il ne s'agit pas de pousser à une révision des traités, il faut laisser le temps au temps, mais nous disons qu'un jour ou l'autre, il va falloir modifier les traités pour avancer vers plus d'intégration. Pas une centralisation, mais plus d'intégration, ciblée par exemple sur la politique extérieure et de sécurité, la monnaie, le commerce, le marché intérieur, sont des domaines dans lesquels on peut renforcer l'Union, la rendre plus politique à travers davantage de décisions prises à la majorité. Et à ce moment-là, le déficit démocratique évoqué par M. Young, lorsqu'il existe, il n'existe pas partout, mais lorsqu'il existe, parce que finalement, là, ça fonctionne assez bien, le contrôle des gouvernements par les parlements, il faut aussi y parvenir à l'échelon européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Eh bien, Monsieur le Ministre Cazeneuve, vous avez 5 minutes pour nous faire une magnifique synthèse. Écoutez, je vais aller très très rapidement à la réponse aux différentes questions avec le souci de la complémentarité par rapport à ce que vient d'indiquer à l'instant Michael Link. Tout d'abord, pour ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, nous avons décidé d'engager la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières en coopération renforcée sur la base d'une lettre rédigée en franco-allemand et adressée à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Nous avons abouti à une coopération renforcée à 11 États, avec une potentialité éventuellement d'aller jusqu'à 12. Nous ne sommes pas nécessairement en accord sur ce que nous ferons respectivement de cette taxe après qu'elle aura été perçue. Nous souhaitons que cette taxe puisse servir de ressources propres au budget de l'Union européenne, parce que nous pensons que le budget de l'Union européenne aura besoin de ressources propres.
En même temps, je conviens avec Michel qu'il est très difficile de faire de la TTF une ressource propre du budget de l'Union, dès lors qu'elle est perçue à 12 et qu'elle est destinée à alimenter un budget à 27. Par conséquent, ce que nous préconisons pour amorcer cela, c'est que les pays qui le voudront bien puissent affecter cette taxe sur les transactions financières au budget de l'Union européenne en diminution de leur contribution RNB, ce qui serait une manière d'amorcer un mouvement, d'engager une dynamique qui pourrait prendre sa pleine et entière ampleur après que des accords et des compromis auraient été trouvés sur ce qui reste en débat. Quant à l'affectation de la TTF à l'aide au développement, le ministre Pascal Canfin, après que le président de la République s'est exprimé, ont clairement dit que nous envisagions que cette taxe puisse contribuer à l'aide au développement. Bien entendu, l'aide au développement, je rejoins Michel Elling, n'est pas simplement une question de volume, mais c'est aussi une question de volume. Parce que si l'on veut de bonnes dépenses de développement, il faut aussi qu'il y ait des dépenses. Donc tout cela est un problème d'équilibre, mais sur la taxe sur les transactions financières, la France et l'Allemagne ont cheminé ensemble. Sur l'affectation, il y a des approches différentes, ce qui ne présage en rien de ce que nous pourrons faire à terme, dès lors que cette taxe ne sera plus une taxe en coopération renforcée, c'est-à-dire que ce que nous avons initié ensemble, ce sera élargi à terme. Pour ce qui concerne la politique européenne de sécurité et de défense, c'est une priorité absolue pour nous, mais pour nous ensemble. Nous étions avec Michel Link et Piotr Serafin ensemble à Natoline, à proximité de Varsovie, pour une réunion triangle de Weimar. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont réunis le 15 novembre sur Weimar plus, avec les ministres italiens et espagnols. Et par ailleurs, une mission a été confiée à Mme Ashton en liaison avec l'Agence européenne de défense, de réflexion commune destinée à proposer à l'horizon septembre 2013 une proposition sur l'Europe de la défense qui sera soumise à la réflexion du Conseil européen. Pour nous, ce qui compte, c'est bien entendu d'avoir l'approche globale dont parlait Michel à l'instant, c'est-à-dire capacité civile de prévention des crises, mais aussi capacité d'intervention militaire là où des crises se sont déclenchées ou des crises pourraient se déclencher qui remettraient en cause notre sécurité commune. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé au Conseil Affaires Générales, au Conseil Affaires étrangères du lundi 10 décembre, avec la décision prise d'engager une action commune de formation des militaires maliens dans la perspective d'une intervention qui pourrait se faire au terme d'une résolution du Conseil de sécurité, est très emblématique de ce que nous pouvons faire ensemble en matière de politique de sécurité et de défense commune. Pour ce qui concerne la question de Christophe Carrès sur la croissance pour 2013-2014 et la zone euro renforcée, le président de la République française s'est exprimé clairement sur la volonté qui est la nôtre de favoriser les solutions de sortie de crise et d'accélérer le redressement par une meilleure coordination des politiques économiques au sein de la zone euro. Considérons qu'il faut un dispositif permanent de pilotage de la zone euro, de l'Eurogroupe, et que nous devons progresser dans la gouvernance et les initiatives de la zone euro. Pour ce qui concerne le budget de la zone euro, ce sujet n'est pas mûr, pour plusieurs raisons. Non ? M. Miard, pour une fois, fait montre d'esprit de nuance sur un sujet complexe. Cela doit être accessible, surtout devant notre collègue ministre allemand, qu'il ne faudrait pas convaincre que les Français ont une approche toujours brutale de sujets complexes. Ce ne serait pas une bonne manière d'hospitalité à son endroit. Oui, mais je sais, M. Miard, qu'une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance, mais il ne faut pas que la méfiance soit partout, parce qu'on ne construit rien dans la méfiance. Il faut parfois aussi de la confiance pour construire des compromis utiles. Et pour ce qui concerne la zone euro, nous souhaitons améliorer la gouvernance de la zone euro, nous souhaitons un dispositif de pilotage plus fort, et pour ce qui concerne le budget, ce n'est pas mûr. Ce n'est pas mûr pour des raisons qui sont légitimes. Nous sommes dans une négociation compliquée sur le budget à 27. Si nous envoyons maintenant le signal qu'un budget à 17 est possible, qui serait alimenté par nous seuls, la négociation sur le budget à 27 devient extraordinairement difficile. Voilà. Nous n'avons pas vocation à rendre des compromis déjà difficiles impossibles. Voilà. Donc pragmatiquement, pour cette raison-là déjà, nous avons intérêt à prendre le temps de. Ça ne veut pas dire que nous ne le ferons pas, ça veut dire que nous devons tomber d'accord sur la méthode et le calendrier.
Pour ce qui concerne la question de Pierre-Yves Le Borne, Michel y a répondu, c'est toute la dynamique du 50e, je n'y reviens pas. La question que vous avez posée, monsieur le sénateur, sur la dépense publique, vous n'auriez pas eu à poser cette question si ça avait déjà été fait. Si vous la posez, c'est que ça n'a pas été fait. Et en même temps, nous pouvons nous poser la question de savoir si en pleine récession, il faut le faire. Parce que la dépense publique, il faut la maîtriser. Et nous le faisons. 10 milliards l'an prochain, mais en même temps, il faut le faire dans un contexte où la maîtrise de la dépense publique n'est pas un facteur d'aggravation de la récession. Enfin, pour ce qui concerne la question de Jacques Miard sur la supervision bancaire, et je dirai un petit mot sur l'union politique, j'en ai pour 3 secondes. Pour la supervision bancaire, nous avions dit qu'il devait y avoir une possibilité pour le superviseur unique de superviser toutes les banques. Et qu'en même temps, nous devions tenir compte du fait que cette supervision devait être effective. L'Allemagne, je parle sous le contrôle de Michel, souhaitait que les banques, notamment petites, qui sont déjà supervisées par le superviseur national, puissent continuer à l'être sans que le dispositif de supervision soit alourdi. Eh bien, ces banques-là, dans le cadre d'une articulation entre le superviseur européen et le superviseur national, pourront être supervisées par le superviseur national, mais si le superviseur européen veut regarder ce qui se passe en leur sein, il pourra le faire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune banque qui peut échapper à la supervision. Mais ça veut dire en même temps que pour rendre cette supervision effective, nous avons trouvé l'articulation. Donc, monsieur le député Miard, il n'est pas interdit, pour être efficace, d'être pragmatique. C'est ce que nous avons choisi. Mais nous n'avons pas dit le contraire avant, puisque ce que nous faisons là est exactement ce que nous souhaitions faire en termes de compromis. Quant à l'union politique, c'est le sujet de 2014. C'est le sujet de 2014 et nous aurons tout au long de l'année 2013 et de l'année 2014, dans la perspective des élections européennes, à traiter de cette question. Il y aurait beaucoup de choses à dire, ça justifierait presque d'une séance nouvelle, commune entre nous, mais comme nous n'avons pas le temps de cela, je renvoie à d'autres débats devant votre commission, à l'occasion desquels nous pourrons développer nos visions et nos objectifs. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Merci à vous. Je demande aux collègues de la Commission des Affaires européennes de rester une toute petite seconde après que les ministres soient partis. J'ai une toute petite communication à leur faire, mais ça va être très très court. Il y en a pour 1 minute, de toute façon, après. Et merci à vous tous.